En quelques années, il y a un outil qui s'est très rapidement imposé dans le paysage alimentaire et dans la façon de faire ses courses. Ce sont les applications pour smartphone pour scanner et analyser la qualité des produits. Open Food Facts, Yuka, Qualito, ScanUp, etc. Elles comptent de plus en plus d'utilisateurs et semblent être une bonne réponse à l'environnement alimentaire actuel où les consommateurs sont nombreux à se sentir perdus. Bonjour, c'est Benjamin et aujourd'hui je vais donc vous donner mon analyse sur ces applis, un avis que vous n'avez certainement pas entendu ailleurs. En effet, en préparant ce dossier, j'ai cherché à voir ce qui avait déjà été fait sur le sujet, évidemment, et je dois vous avouer que j'étais assez étonné de voir la pauvreté du contenu disponible. Alors que justement, ces applis ont été téléchargées des millions de fois, il n'y a quasiment aucune analyse de fond. Dans leurs reportages, les médias en font l'éloge 99% du temps sans le moindre esprit critique, c'est juste de la pub gratuite, et les articles et vidéos sur le web sont en général le fait de simples consommateurs qui donnent leur retour d'utilisateurs en toute bonne foi, mais n'ont pas forcément les connaissances pour donner un avis éclairé. Pour tout vous dire, je n'ai trouvé qu'une seule vidéo en français avec une analyse de fond, celle de la chaîne Projet Utopia, qui se concentrait, elle, uniquement sur Yuka. La vidéo que je vous propose aujourd'hui est donc fondamentale dans ce paysage pour vous apporter des réponses de fond, d'autant plus que ce sujet me permet aussi de faire appel d'une part à ma formation initiale dans ma jeunesse, qui était justement dans le domaine de l'intelligence artificielle et du traitement de l'information. J'avais fait un diplôme d'ingénieur et un DEA sur le sujet. Et d'autre part, à ma première vie professionnelle en tant que consultant, notamment auprès de la grande distribution, dont je connais bien les rouages justement et dont je vais pouvoir vous faire profiter. Dans la première partie, on va parler des algorithmes en général pour comprendre en quoi ces applis pourraient être problématiques d'un point de vue social et philosophique. Je vais ensuite vous expliquer comment la grande distribution et l'industrie agroalimentaire vont, selon moi, réagir pour diminuer l'impact de ces applis. Et enfin, nous rentrerons dans le détail des systèmes de notation avec un zoom particulier sur le Nutri-Score et les additifs alimentaires. Et comme vous allez le voir, toute la démonstration que je vais vous faire va nous amener à une conclusion évidente. De par leur principe même, ces applis sont faites pour distinguer des produits transformés entre eux. Ce n'est donc en rien une solution à la cacophonie nutritionnelle actuelle. C'en est plutôt un symptôme, car d'une part, elles ne donnent aucune éducation alimentaire réelle aux utilisateurs et leur donnent un faux sentiment d'autonomie. Et d'autre part, elles ne s'appliquent pas vraiment à la catégorie de produits qui est justement celle à privilégier pour la santé, celle des produits bruts non transformés. Dernier point avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais évidemment ici une analyse critique des idées. Je ne juge en rien les personnes qui sont derrière ces applis, ce n'est pas mon problème. Si jamais certaines regardent cette vidéo, je suis sûr qu'elles sont pleines de bonnes intentions, notamment tous les bénévoles d'Open Food Facts qui, contrairement aux autres, est une association à but non lucratif, mais cela ne change pas tous les problèmes que je vais pointer du doigt. Avant de rentrer dans le détail des systèmes de notation de ces applis, je vous propose de prendre un peu de recul et de hauteur pour comprendre en quoi ces applis peuvent être problématiques d'un point de vue sociologique et philosophique, comme je le disais. Ces applis ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres d'une tendance de fond qui les dépasse largement, celle des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Il faut distinguer deux choses fondamentalement différentes. Le simple accès à une information brute et les outils qui vont classer cette information et choisir laquelle nous présenter et mettre en avant. Comme vous le savez certainement, contrairement aux premières années du web, la majorité du contenu sur Internet aujourd'hui est classé par des algorithmes. Les recherches sur Google évidemment, les posts que vous voyez sur votre fil Facebook ou Instagram, les vidéos proposées en recommandation sur YouTube, ou même les produits à acheter qui vous correspondent sur les sites d'e-commerce type Amazon. C'est donc déjà un très gros problème que des intérêts privés, qui ont leur propre logique, aient le pouvoir de décider des informations mises en avant. En tant que créateur de contenu sur Internet moi-même, je suis particulièrement concerné par le sujet, car, par exemple, je suis totalement dépendant de YouTube qui va choisir de mettre en avant ou non la vidéo que vous regardez en ce moment, par exemple. Mais la nouvelle problématique qui est en train d'émerger est l'invasion de ces algorithmes, non plus seulement sur Internet, mais dans la vie de tous les jours, aussi bien au niveau individuel pour nous dire quel chemin prendre, quelle musique écouter ou quel produit alimentaire acheter, qu'au niveau collectif, avec des algorithmes d'aide à la décision dans le domaine judiciaire, par exemple, comme aux États-Unis,
où un logiciel donne un score de probabilité de récidive à chaque accusé, ou en Estonie qui vient tout juste d'annoncer qu'un système d'intelligence artificielle rendra carrément des verdicts sur les délits mineurs. Et l'apogée absolue, la synthèse cauchemardesque entre 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, étant le crédit social chinois. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Chine est en train de développer ce système de réputation des citoyens où chaque individu se voit attribuer une note basée sur toutes les données disponibles sur lui et sur son comportement. Cela repose donc notamment sur une surveillance de masse, grâce aux millions de caméras de surveillance équipées de reconnaissance faciale, et sur la centralisation par l'État de toutes les données personnelles des citoyens. Pour le moment, c'est en phase de test, mais les punitions prévues pour ceux qui auront un mauvais score sont des interdictions de voyager, l'exclusion des meilleures écoles, des meilleurs jobs, la restriction au crédit bancaire, et le plus gros site de rencontres en ligne du pays utilise déjà ce score comme critère pour matcher les gens entre eux. Alors vous allez me dire, mais où je veux en venir avec ça et quel rapport avec des applications pour simplement aider à faire ses courses ? Je ne suis évidemment pas en train de vous dire que vous allez finir au goulag si vous achetez le mauvais paquet de céréales. Mais il faut avoir conscience des évolutions à grande échelle pour identifier tous les signaux, même anodins, qui peuvent les favoriser. Tout d'abord, il y a ce qui touche à l'autonomie de jugement. On peut ici d'ailleurs faire une petite distinction entre les applis qui donnent une simple information comme Open Food Facts et celles qui donnent une note et une appréciation bon-mauvais comme Yuka, même si au final toutes donnent une note sous la forme du Nutri-Score. L'histoire de notre alimentation est faite d'étapes où l'on a délégué à chaque fois une partie du processus. Avec la révolution industrielle et la baisse du nombre d'agriculteurs, on a d'abord commencé à déléguer la production alimentaire de plus en plus à ces derniers. Puis au XXe siècle, on a délégué la transformation de ces aliments aux industriels pour ne plus avoir à cuisiner. On a délégué ensuite la centralisation de ces produits et le lien aux producteurs à la grande distribution. Et on en arrive aujourd'hui où l'on délègue même notre capacité à comprendre la qualité d'un produit à une application. Cela peut vous paraître anodin, mais à force d'accepter de déléguer son jugement pour des actions basiques comme les courses à des algorithmes sur lesquels finalement nous n'avons aucun pouvoir et ne savons pas forcément quels intérêts se cachent derrière, on s'habitue à ce que cela devienne normal pour de nombreux autres aspects de nos vies, jusqu'à accepter d'avoir nous-mêmes une note comme le crédit social chinois. Comme l'expliquait très bien la philosophe politique Hannah Arendt, spécialiste du totalitarisme, la perte de l'autonomie de jugement est la porte ouverte à l'adhésion inconditionnée aux règles établies par le pouvoir ou la société et au fait de s'habituer à obéir aveuglément à un système normatif. Voilà la raison pour laquelle je suis contre, par principe, déléguer sa capacité de jugement partout où cela est possible, même pour des sujets qui paraissent anodins. C'est au contraire à tous les niveaux qu'il faut défendre le modèle de société dans lequel on veut vivre. Il ne s'agit pas du tout évidemment d'être technophobe, mais de rester très vigilant sur l'utilisation que l'on fait de la technologie. Et c'est à chaque moment de vie, comme je le disais, qu'il faut réfléchir à cela. Est-ce que j'ai envie qu'un algorithme décide à ma place, sans compréhension de ma part, ce que je dois acheter, ce que je dois manger, avec qui je dois avoir une relation via les applis de rencontre, etc. Il faut rester vigilant sur ce modèle de société que nous sommes en train de créer, dans lequel des algorithmes deviendraient ceux qui établiraient la vérité absolue, et où tout esprit critique disparaîtrait. Si ce sujet des réflexions autour de l'IA et des algorithmes vous intéresse, je vous conseille d'ailleurs la lecture du dernier livre d'Éric Sadin, L'intelligence artificielle ou l'enjeu du siècle. Ça vous changera un peu des discours béats dans les médias, soit de journalistes qui n'y comprennent rien, soit d'experts qui ont, eux, des intérêts économiques à défendre cette marche forcée. Cela nous amène donc à une deuxième question. En quoi faire ses courses est-il devenu si complexe que l'on a besoin d'une appli et d'un algorithme pour nous aider à y voir clair ? Parce que c'est là toute l'absurdité de la situation, les applis n'en sont pas responsables du tout, ce n'est qu'un symptôme de cet état de fait, c'est nous-mêmes, nos sociétés, qui avons créé un environnement alimentaire que nous ne comprenons plus. Si à la rigueur il s'agissait d'une évolution positive, cela pourrait se défendre, mais comme je vous l'ai démontré dans ma série de vidéos « Pourquoi on grossit ?», qui est, je le rappelle, la plus vaste analyse des connaissances scientifiques disponibles sur le sujet en français, et qui contient toutes les bases que chacun devrait avoir pour comprendre son alimentation. Les produits transformés, voire ultra-transformés, de par leur concentration en calories, en sel, en sucre, en graisse, leur texture, et de par leur facilité d'accès, poussent notre cerveau à manger plus et sont donc responsables en grande partie
de l'explosion de l'obésité dans le monde. Vouloir lutter contre cette montée de l'obésité avec un outil comme le Nutri-Score, c'est vouloir vider une piscine olympique avec une cuillère à café, pendant qu'en plus, quelqu'un d'autre y verse des seaux d'eau entiers. Comme je vous l'avais expliqué dans le 3e épisode sur le cerveau, au niveau de la société, la seule façon, il n'y a selon moi aucune discussion là-dessus, pour avoir la moindre chance de stopper la montée du surpoids et de l'obésité et de toutes les maladies chroniques qui y sont liées, serait d'une part d'interdire à 99% la publicité pour les produits agroalimentaires, de limiter très fortement l'implantation des restaurants type junk food, et d'autre part de rendre l'accès aux produits bruts, fruits, légumes, céréales, légumineuses, etc., beaucoup plus facile financièrement et géographiquement, et de limiter assez radicalement au contraire la disponibilité des produits ultra transformés. On peut raconter ce qu'on veut. À aucun moment, cela n'a le moindre sens d'un point de vue de santé publique d'avoir accès à plus de 20 000 références différentes dans un supermarché. Mais il faut comprendre que laisser toute la responsabilité de la décision sur les épaules des individus, c'est une stratégie fondamentale pour les industriels, pour que rien ne change d'un point de vue légal. Alors qu'il faudrait au contraire que le choix de base par défaut pour tout le monde soit déjà un produit nutritionnellement bon. Et du point de vue de la santé personnelle, on va analyser en détail les systèmes de notation de ces applis, mais le problème n'est pas de distinguer un produit transformé d'un autre, avec des différences à la marge, mais de passer d'une alimentation basée sur des produits transformés à une alimentation basée à 80% ou plus sur des produits bruts cuisinés soi-même. Quand vous achetez une tomate ou une pomme, il n'y a rien à scanner, pas de liste d'ingrédients que vous ne comprendriez pas, et donc les applis ne rentrent même pas en compte. Il reste juste effectivement la question du mode de production de ces aliments. Je vais en reparler en fin de vidéo, mais dans tous les cas, ça me prend certainement beaucoup moins de temps d'aller acheter des produits frais au marché que quelqu'un qui va scanner chaque produit dans son supermarché, et à aucun moment je ne suis en train de me demander si tel additif serait problématique, puisque je fais comme si ces produits n'existaient tout simplement pas. Problème suivant de ces applis, ou plutôt le problème auquel elles vont faire face, est la réaction de la grande distribution et des marques. On l'a vu pendant le développement du Nutri-Score, et même si ce dernier, comme je l'ai dit, est loin d'être une révolution, les industriels n'ont même pas supporté l'idée d'avoir à faire le moindre effort et d'avoir la moindre contrainte, et avaient tout fait pour repousser sa mise en place. Et même si la loi a fini par passer, son affichage reste optionnel à cause de la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne. L'arrivée de la base de données Open Food Facts était donc une bonne idée pour permettre à tous d'avoir tout de même accès au Nutri-Score de tous les produits. Et enfin, derrière sont arrivées les applis comme Yuka et compagnie. Comme leur utilisation a connu un rapide succès, les enseignes et les industriels ont effectivement été surpris et ont mis du temps à réagir. Mais, et même si je ne connais pas leur stratégie secrète actuelle, je connais bien leur fonctionnement et je sais ce que moi je leur conseillerais si j'étais encore dans mon ancien job. Il faut tout d'abord comprendre que la grande distribution est historiquement l'une des pionnières du big data et de l'analyse des données clients au travers de deux moyens. L'étiquette caisse, savoir ce que les gens achètent, des données anonymes donc, et les données des cartes de fidélité, où là on peut croiser les données démographiques avec les comportements d'achat, le but étant notamment de construire des systèmes de promotion personnalisés pour faire consommer les clients toujours plus. Ensuite, les distributeurs font aussi beaucoup d'études pour comprendre comment les gens achètent dans un supermarché, pour agencer l'ordre des rayons avec toujours comme objectif d'augmenter le panier moyen, ce que les clients dépensent en moyenne dans le magasin. Et enfin, chaque rayon peut lui aussi être optimisé pour faire acheter plus. On va séparer les produits d'une même catégorie en plusieurs segments pour que les gens achètent plusieurs produits au lieu d'un seul. Je connais très bien le sujet pour avoir travaillé dessus. Et le placement de chaque référence sur les étagères est lui aussi minutieusement étudié, même si les négociations avec les marques jouent aussi sur ce placement. En plus des distributeurs, nous avons également les marques, les industriels, qui font aussi en permanence des études sur les comportements des consommateurs, vont tester les packaging qui font acheter le plus, et dépensent évidemment des sommes colossales en marketing et en publicité, parce que cela marche. Pour rappel, le budget publicitaire mondial d'une seule entreprise, Coca-Cola, est de 4 milliards de dollars par an, soit plus que le budget de l'Organisation mondiale de la santé. Pour comprendre l'opposition entre l'utilisation de ces applis et la position des marques et des distributeurs, il faut savoir comment nous prenons des décisions. Le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman l'explique très bien, nous avons deux systèmes de pensée pour prendre nos décisions. Le système 1, plus rapide, instinctif, inconscient, émotionnel, automatique.
et le système 2, plus rationnel, logique, lent, conscient. Tout le marketing des industriels vise clairement le système 1, alors que les applis seraient des aides au système 2. La question est de savoir si elles sont suffisantes pour faire primer le système 2 pour faire un achat purement rationnel. Mais quand on ajoute à cela tous les autres mécanismes que je vous avais expliqués dans ma vidéo Le cerveau qui rend obèse, qui font que notre cerveau, donc de manière inconsciente, va nous pousser de toutes nos forces à acheter ces produits riches en calories faciles d'accès, on comprend que les décisions rationnelles ont malheureusement peu de place dans les achats en supermarché. On peut citer l'exemple de la cigarette. Tout le monde sait parfaitement le danger que cela représente. On met des messages sanitaires partout et des images chocs sur les paquets. Mais selon certaines études, cela n'a pas grand impact et seules les hausses de prix du paquet ont un effet notable pour faire baisser la consommation. Le prix est d'ailleurs aussi, depuis toujours, le premier critère de choix pour les consommateurs quand ils font leurs courses alimentaires. Tout ça pour vous dire que l'utilisation des applis va au mieux rester confinée à des consommateurs qui faisaient déjà de toute façon attention à leur alimentation, et que même si des millions de personnes les ont téléchargées, je pense que pour l'immense majorité d'entre elles, cela va se limiter à quelques utilisations avant d'être oublié, comme absolument toutes les bonnes résolutions. Mais si un responsable d'une de ces applis passe par là, qu'il n'hésite pas à nous donner leurs stats internes. Et les gens les plus touchés par la malbouffe et l'obésité, à savoir ceux des catégories sociales aux revenus les plus faibles, sont celles les moins enclines à utiliser ce type d'appli. Comprenez bien que je suis loin de me réjouir de cette situation et que je suis depuis 10 ans dans une lutte radicale contre la malbouffe, mais malheureusement, la distribution va, je pense, réussir à s'adapter sans trop de problèmes à ce nouveau paramètre et les industriels auront peut-être à modifier la composition de quelques produits de manière très marginale et vont surtout jouer à utiliser d'autres ingrédients pour contourner ces notations, comme on va le voir juste après. Il suffit d'observer la capacité du système à récupérer absolument toutes les tendances. Regardez depuis 15 ans ce que sont devenus le bio, le sans gluten ou le vegan. Cela a été à chaque fois l'occasion pour les industriels de créer une nouvelle catégorie de produits ultra transformés, vendus 3 fois plus cher, et pour les distributeurs de créer de nouveaux rayons pour se donner une bonne image et attirer de nouveaux clients. Et donc au final, et même avec la meilleure appli du monde, à partir du moment où vous mettez les pieds dans un supermarché, vous ne ferez pas le poids face à vos instincts primaires et au marketing des distributeurs et des marques. On peut ajouter aussi le fait que les achats alimentaires se font de plus en plus en ligne, où évidemment les algorithmes des plateformes vont guider totalement les achats et où les applis perdront leur utilité. L'autre stratégie de l'industrie est évidemment de reprendre la main directement sur les applications et leur écosystème. Plusieurs distributeurs ont déjà lancé leur appli, comme Y'a quoi dedans de Système U, des applis qui vont chercher évidemment à en dire le moins possible et qui sont pour le moment sans aucun intérêt. Les enseignes ne vont évidemment pas stigmatiser des produits qu'elles vendent ou risquer de se fâcher avec les marques. Et toujours en France, les industriels se sont regroupés pour lancer le projet Noumalim, qui sera une base de données des informations nutritionnelles des produits, mais à accès payant, contrairement à Open Food Facts, qui est gratuite et gérée par des bénévoles. C'est un projet encore en cours, donc je n'ai pas d'informations détaillées. La sortie est prévue pour fin 2019, mais l'idée pour les industriels est à la fois de reprendre la main en amont sur les informations fournies et en aval, très certainement derrière, de pouvoir lancer une ou plusieurs applis se basant sur Noumalim. Je ne pense pas me tromper en disant que ces applis ne donneront certainement pas d'avis tranché. Par contre, ce qui est prévu, c'est que cette base de données récupère aussi les comportements d'achat des consommateurs pour fournir de la data au service des industriels. Et ce qui est un peu hallucinant, c'est que ce projet est financé à 50% par l'État, soit environ 3 millions d'euros, plutôt que d'avoir donné cette somme pour faire grossir Open Food Facts en rendant obligatoire pour les industriels de transmettre toutes les infos sur leurs produits, ou même d'avoir créé une base 100% publique pour éviter tout soupçon de conflit d'intérêts. Non, on va aider avec nos impôts les industriels à défendre leurs produits. Bon, moi, personnellement, ça me rend dingue. Dans tous les cas, c'est l'avenir qui nous le dira, mais je pense que ce marché des applis va devenir assez confus dans les années qui viennent, ce qui est le but des industriels de toute façon. Nous venons donc de voir l'écosystème global dans lequel évoluent ces applis. Rentrons maintenant dans le détail des informations qu'elles fournissent. Pour l'aspect nutritionnel des produits, toutes ces applications se basent sur le système de notation Nutri-Score, soit en le donnant tel quel, soit en y ajoutant éventuellement quelques critères supplémentaires pour faire une note globale comme avec Yuka.
Et donc, pour juger de l'intérêt de ces applis, il faut évidemment avant tout juger celui du Nutri-Score. Pour comprendre le contexte et l'historique de la création de ce système, je vous invite à voir ou revoir la vidéo que j'avais faite il y a déjà 2 ans sur le sujet et dans laquelle je pointais du doigt tous les problèmes que je vais vous résumer ici et qui sont donc aussi les problèmes avec ces applis. Le Nutri-Score, qui a donc été adopté en France, puis en Espagne et en Belgique au moment où je tourne cette vidéo, est représenté par une note A, B, C, D ou E avec un code couleur vert, orange, rouge et qui est calculé avec un système de points attribués selon la composition nutritionnelle du produit. Côté négatif, on prend en compte la densité calorique, la teneur en sucre ajouté, en sel, en graisse saturée. Et côté positif, on considère la teneur en fruits et légumes, en fibres et en protéines. Le Nutri-Score ne s'applique donc pas aux produits bruts sans packaging bien sûr, comme les fruits et légumes frais, aux herbes aromatiques, thé, café et aussi aux aliments pour bébés de 0 à 3 ans ou aux boissons alcoolisées. Ce score ne prend pas en compte des critères comme le niveau de transformation du produit, l'apport en micronutriments ou l'équilibre des différents types de graisses autres que les saturées. C'est donc ce qu'on peut appeler une vision très réductionniste de l'alimentation, c'est-à-dire le fait de résumer un produit à quelques critères nutritionnels assez limités. L'objectif assumé du Nutri-Score est de permettre aux consommateurs de comparer différents produits au sein du même rayon, par exemple 2 paquets de céréales de petit déjeuner, et de choisir le meilleur. Ce qui signifie identifier le meilleur au sein de cette catégorie, dans ce rayon, ce qui est bien différent des meilleurs aliments dans l'absolu, qui sont, comme je l'ai déjà dit, les aliments non transformés. L'autre souci est que pour faire un système de notation tel que celui-ci, c'est normal, il faut avoir des critères quantitatifs. Si le produit pour 100 grammes a tant de calories, de sucre ou de sel, cela lui donne un certain nombre de points et permet de lui attribuer sa note finale. Je sais très bien que les chercheurs qui ont développé ce système ont aussi réfléchi à la question. Il fallait faire des choix avec des critères qui restent simples, que l'on puisse trouver sur tous les produits, parce qu'une limitation étant bien entendu de ne pouvoir se baser que sur les informations nutritionnelles déjà disponibles et obligatoires. Mais dans les faits, les industriels peuvent jouer sur ces critères pour améliorer la note de leurs produits sans forcément améliorer réellement leur qualité nutritionnelle. Il suffit de jouer un peu sur la teneur en sel ou en graisse saturée par exemple. Cela permet de monter d'1 ou 2 crans la note sans changer réellement la qualité intrinsèque du produit. Regardons en détail quelques exemples. Vous avez ici 2 versions de la poudre chocolatée Nesquik. La version classique composée à 77% de sucre et qui a un Nutri-Score de D, et la version moins de sucre, où ce dernier est remplacé en partie par de la maltodextrine et du sirop de glucose, des glucides très bon marché et pas forcément mieux nutritionnellement que du sucre. Mais cela est suffisant pour faire monter la note d'un cran de D à C. Prenons un exemple encore plus parlant, avec des mousses au chocolat. Pour rappel, la recette basique d'une mousse maison, c'est du chocolat noir et des œufs, et éventuellement un peu de sucre. Ici, vous avez en haut une mousse la laitière de Nestlé avec une liste d'ingrédients longue comme le bras, composée aux 2/3 de lait écrémé, ce qui n'a rien à faire dans une recette de mousse, et de seulement 4% de chocolat noir. Mais ce produit ultra transformé réussit tout de même à avoir la note de B, de même sur Yuka il est noté comme bon, alors que le produit du dessous, qui ne contient que 3 ingrédients, des œufs, du chocolat et du beurre, obtient lui la note la plus mauvaise, E, et Yuka le met comme médiocre. Pourquoi ? Parce que le chocolat contient forcément du beurre de cacao, qui est riche en graisses saturées. Bien entendu qu'il ne faut pas abuser des graisses saturées dans son alimentation, mais on voit ici la limitation du Nutri-Score qui ne prend pas en compte ni le degré de transformation du produit, ni la quantité réelle consommée. On parle ici d'un dessert qui, je l'espère, est censé être consommé très occasionnellement. Dans ce cas, on voit que le Nutri-Score ne joue pas son rôle selon moi et que c'est au consommateur d'avoir directement les connaissances pour choisir. Allez, encore quelques exemples pour la route de produits notés A. Ici, un steak végétal de Herta, un assemblage de protéines de soja et de blé, d'huile végétale et de divers additifs, un beau spécimen de produits ultra transformés, et qui pourtant obtient la meilleure note, donc A, est classé bon par Yuka aussi, parce qu'il est suffisamment pauvre en sucre et en graisses saturées. Alors, si vous voulez des protéines végétales, vous faites des lentilles, ça n'est pas acceptable que ce produit soit mis au même niveau. Autre exemple avec ces yaourts taille fine 0% à base de lait écrémé, ce qui oblige derrière à ajouter des additifs épaississants, qui utilisent aussi des colorants pour faire croire qu'il y a plus de fruits que dans la réalité, et qui obtient la note de A, donc mieux qu'un vrai yaourt composé simplement de lait entier. Et enfin, mon exemple préféré, ces barres extra gourmandes de la marque Ducamp.
Ils sont tellement fiers de leur Nutri-Score de A qu'ils l'affichent sur le paquet. Regardez-moi cette magnifique liste d'ingrédients. Sirop d'oligofructose, sirop de polydextrose, maltitol, une vraie recette de grand-mère. Donc en fait, le sucre est remplacé en grande partie par ce qu'on appelle des polyols, qui sont considérés comme des édulcorants, et ne rentrent pas en compte dans les sucres ajoutés du Nutri-Score. Ce sont par contre des FODMAPs qui peuvent provoquer des troubles digestifs, surtout avec une telle quantité. Que ce produit ait une note un cran au-dessus d'une barre sucrée type Mars, à la rigueur, ce qui donnerait la note de D, mais A, c'est juste ridicule. Surtout qu'on donne à la marque l'occasion de faire du health washing, c'est-à-dire de se servir de cet argument pour vendre son produit. Encore une fois, je comprends la démarche des créateurs du Nutri-Score, mais dans les faits, avec toutes ces failles et vu la façon dont les industriels et les distributeurs maîtrisent les comportements des consommateurs, et comment certains, à commencer par les plus gros comme Nestlé et Coca, sont radicalement contre ce système, je pense qu'au mieux, cela va amener à quelques petites reformulations à la marge de certains produits, notamment en utilisant d'autres produits sucrants comme je viens de vous le montrer, donnant des produits encore plus transformés, et au final, cela n'aura aucun effet à long terme sur la santé publique. En plus du Nutri-Score, la plupart des applis donnent d'autres indications ou utilisent d'autres critères. Citons d'abord Open Food Facts qui indique en plus du Nutri-Score la classification Nova, une note de 1 à 4 basée sur le degré de transformation. Comme vous l'avez compris, c'est un critère que j'estime fondamental. Mais Nova a été le premier essai de ce type de classification créé par des chercheurs brésiliens il y a quelques années, donc il y a encore des petites améliorations à apporter. Surtout qu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'un logo pour comprendre ce qu'est un produit brut, non transformé. Par contre, même si au niveau individuel, j'estime que le bon sens suffit, au niveau collectif, cette classification a selon moi beaucoup plus d'intérêt si on choisissait notamment de réguler l'offre de produits ultra transformés. Là, il y aurait besoin d'un critère clair pour les distinguer et appliquer une éventuelle réglementation quelconque. Et c'est aussi une classification très utile pour le monde de la recherche, pour comparer justement les effets d'une alimentation à base de produits transformés à celle à base de produits bruts. Pour être complet, des Français ont développé SIGA, une autre classification du taux de transformation, qui se base sur Nova et qu'on le retrouve dans l'appli ScanUp. En résumé, critères pertinents, mais au niveau du consommateur individuel, il n'y a pas vraiment besoin d'une appli pour identifier un aliment non transformé. Passons maintenant à la partie un peu polémique en se concentrant sur l'appli dont on parle le plus, Yuka. Cette appli donne aux produits une note sur 100, dont 60% repose sur le Nutri-Score, dont on vient de parler, 30% sur les additifs présents et 10% sur le fait que le produit soit bio ou non. Le sujet du bio est bien trop vaste et complexe pour que je le traite dans cette vidéo, mais disons simplement que l'agriculture n'est pas binaire. Ce n'est pas soit une agriculture ultra-intensive qui utiliserait le plus de pesticides possible, soit une agriculture bio de petits paysans. Rien qu'en France, l'agriculture est très diverse entre l'agroécologie, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée. Il y a des agriculteurs qui ont des modes de production très qualitatifs en dehors du label bio. A l'inverse, pour rappel, le bio n'est qu'une obligation de moyens, le respect d'un cahier des charges et non pas une obligation de résultat. Et on utilise aussi des pesticides en bio, ce qu'on oublie trop souvent. Ils ne sont simplement pas de synthèse. Et à partir du moment où ce n'est pas binaire, l'utiliser comme tel pour une note, ce n'est selon moi pas très rigoureux ni scientifique, c'est un jugement plus de valeur subjectif. Dans les faits, cela va donner par exemple un avantage à un produit bio qui vient de l'autre bout de la planète, qui a peut-être été produit dans des conditions sociales douteuses, voire qui utilise des produits interdits par le label européen grâce au principe d'équivalence, par rapport à un produit local non bio qui a peut-être lui été produit dans de très bonnes conditions sociales et environnementales. Et je vous dis ça alors que les 2/3 des aliments que j'achète personnellement sont labellisés bio, mais je n'en fais pas un critère de choix absolu, binaire et primaire. Personnellement, je consomme avant tout brut, local et de saison, et si possible en direct producteur pour pouvoir discuter avec eux en détail de leur mode de production. L'autre critère de notation est donc celui des additifs. Je ne vais évidemment pas vous faire une revue de la littérature scientifique pour chacun des plus de 300 additifs autorisés dans l'Union européenne. Regardons simplement si c'est un critère utile ou pertinent. Comment est autorisé un additif dans l'UE ? C'est un groupe de travail au sein de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui est chargé de cette autorisation. Et il y a d'une part une évaluation avant la mise sur le marché et d'autre part des mises à jour de cette évaluation périodiquement avec les nouvelles données disponibles.
Nous sommes d'ailleurs en période de réévaluation de tous les additifs en ce moment. Ce sera fini en 2020 normalement. Pour évaluer la dangerosité d'un additif, il faut prendre en compte les différents types de toxicité, aiguë, subchronique et chronique, les études sur les effets cancérogènes, sur la reproduction et le développement du fœtus, sur les allergies, sur le système immunitaire. En plus, il faut évaluer l'exposition des consommateurs parce que c'est la dose qui fait le poison. Et donc essayer d'estimer la quantité de tel additif qu'une personne avec une alimentation moderne serait susceptible d'ingérer. Et à la fin, on autorise ou pas l'additif, et si oui, on établit une DJA, une dose journalière admissible. Le premier problème est que les experts de l'EFSA sont dépendants des études disponibles, ils ne peuvent pas les inventer, et comme ce sont des études assez coûteuses à réaliser, c'est aux industriels de les financer puisque ce sont eux qui sont demandeurs de l'autorisation. Ensuite, la plupart de ces études sont sur des modèles animaux, rats, souris, etc. Il y a donc toujours la difficulté à transposer tel quel à l'homme. Imaginez si on voulait évaluer les effets à long terme sur l'homme, il faudrait suivre des milliers de personnes pendant des années en conditions de vie réelles, et ce serait presque impossible d'en tirer des conclusions. Pourquoi ? Parce que dans ce qu'on appelle les études épidémiologiques, les gens remplissent des questionnaires, tous les quelques mois par exemple, sur ce qu'ils mangent. Et vu à la fois la faible quantité de ces additifs dans chaque produit et leur grand nombre dans l'alimentation totale, ce serait absolument impossible de pointer du doigt la dangerosité claire d'un seul additif. Et il y a aussi le fait que les travaux existants sont faits sur une seule substance et ne prennent pas en compte un effet cocktail éventuel. S'il fallait évaluer les possibilités de combinaison entre les 300 additifs existants, ce serait financièrement presque impossible. Alors, ce n'est pas pour vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, et qu'aucun additif ne posera jamais aucun problème, mais pour vous faire comprendre que c'est un sujet extrêmement complexe et que même avec la meilleure volonté du monde, les experts restent dépendants des données disponibles. Ensuite, certains vont critiquer l'EFSA avec des problématiques de conflit d'intérêts qui existent selon certaines ONG. Et en plus, il y a une différence entre les avis scientifiques des experts et les décisions politiques qui peuvent être prises derrière. Mais même dans le pire des cas, le travail de l'EFSA a au moins un avantage. C'est que l'on connaît leur démarche, leurs sources, tout est disponible en ligne. Et c'est indispensable au débat scientifique pour pouvoir éventuellement contre-argumenter si on n'est pas d'accord. Le souci avec Yuka est que pour classer les additifs en 3 catégories, sans risque, risque limité ou risque élevé, l'application indique sur son site se baser sur les avis des agences gouvernementales comme l'EFSA et sur des études indépendantes. Le problème, c'est qu'études indépendantes, ça ne veut pas dire grand-chose. Surtout que si ce sont de vraies études de qualité, elles ont normalement été déjà prises en compte par l'EFSA. Et malheureusement, comme Yuka ne donne pas ses sources, on ne sait pas ce qui lui permet d'arriver à cette conclusion et on ne peut pas avoir un débat scientifique sur le sujet. Ils écrivent sur leur site qu'il est prévu pour eux de donner ces références, mais bon, pour le moment ce n'est pas le cas, il est donc impossible de juger. De plus, si on veut vraiment être rigoureux, il faudrait prendre aussi en compte la quantité réelle de l'additif dans chaque produit, mais c'est une information qui n'est pas affichée sur les paquets de toute façon. Donc d'un côté, on a une agence publique qui peut être critiquée, alors pas de souci là-dessus, mais qui a au moins l'avantage d'avoir un comité d'experts qui fournit des rapports sourcés, et de l'autre, une entreprise privée qui se revendique indépendante, mais qui suit tout de même sa propre logique, qui donne des avis dont on ne connaît ni les sources, ni les éventuels experts ayant travaillé dessus. Et donc, c'est la raison pour laquelle, malheureusement, j'ai du mal à leur accorder du crédit sur cette partie de la notation. Comme je l'ai dit, s'ils mettent un jour en ligne toutes les références et leurs démarches pour chaque additif, là, on pourra en discuter et faire avancer le débat. Certains d'entre vous sont peut-être en train de se dire, qu'en les critiquant, je reprends les arguments des industriels et je joue le jeu de ces derniers. Soyons clairs, je ne dis pas qu'aucun des additifs actuellement sur le marché ne pose aucun problème. On a notamment le sujet du dioxyde de titane, le E171, utilisé comme colorant blanchissant, dont les nanoparticules pourraient être cancérigènes et qui doit faire l'objet d'un moratoire en France exactement au moment où je tourne cette vidéo, ou celui des émulsifiants, qui pourrait avoir un effet négatif sur la flore intestinale. Mais surtout, comme vous allez le voir, on va retomber sur nos pattes, sur l'importance de manger des aliments non transformés. D'un côté, nous avons donc des interrogations sur les effets éventuels à long terme de certaines substances, et de l'autre, nous avons des données beaucoup plus claires sur ce qui, dans l'alimentation, augmente les risques de cancer. Le manque de fruits et légumes, le manque de fibres, trop de sel, trop de viande transformée, peut-être même trop d'aliments ultra transformés.
tout court, selon une récente étude française. Donc, si on veut prendre soin de sa santé et diminuer ses risques de cancer notamment, quel est le plus pertinent? Vous prendre la tête à scanner tous vos produits quand vous faites vos courses, pour voir s'il y a un additif à une pastille orange ou rouge, ou vous concentrer sur ce qui est vraiment bénéfique, à savoir une alimentation à base de produits non transformés, riches en végétaux, surtout en fruits et légumes frais, des aliments bruts qui, par définition, ne vont pas contenir d'additifs, comme c'est bien fait. Au passage, si on voulait vraiment interdire les substances cancérigènes, il y en a deux qui sont, mais alors là, sans aucune ambiguïté, les deux plus gros facteurs de risque en nombre de cancers, ce sont le tabac et l'alcool. Donc voilà, il faut savoir se fixer les bonnes priorités. Comme vous le voyez, entre le Nutri-Score, qui n'est pas toujours pertinent face aux produits ultra transformés, et une notation sur le bio et les additifs dont on ne connaît pas le rationnel scientifique derrière, si on est vraiment honnête et objectif, l'intérêt réel d'une appli comme Yuka est plus que discutable. Pour finir, élargissons un peu la discussion pour voir quelles pourraient être les informations utiles à avoir sur les produits alimentaires via une application. Ce sont les informations qui ne sont pas du tout disponibles sur le paquet, comme par exemple l'impact environnemental ou les conditions de production. Open Food Facts est par exemple en train d'ajouter le bilan carbone sur la fiche des produits. Alors, problème, il se base sur le code du transformateur, qui indique le lieu, l'usine où le produit fini a été fabriqué et emballé, pour noter ensuite si ce produit donc vient de plus ou moins loin. Cela ne prend donc pas en compte du tout l'origine de chacun des ingrédients qui composent le produit, ingrédients qui, eux, peuvent venir des quatre coins de la planète. C'est normal, hein, ce n'est pas de leur faute, le transformateur est la seule info disponible sur le packaging. On en revient donc à un problème de réglementation qui devrait obliger d'afficher l'origine géographique précise de tous les ingrédients d'un produit transformé. On en revient encore une fois à un problème politique qu'une appli ne peut pas remplacer. On pourrait aussi vouloir des informations détaillées sur les modes de production, mais avec des produits qui ont des listes d'ingrédients longues comme le bras, ça va devenir rapidement très compliqué. La base de données des industriels Numalim, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en cours de construction, devrait soi-disant contenir ce type d'infos, mais je demande à voir. J'ai du mal à imaginer que les industriels se tirent une balle dans le pied en indiquant par exemple que le coulis de tomate sur la pizza vient de Chine, la viande du Brésil et le blé de Russie. Et encore une fois, au niveau individuel, la seule façon d'avoir accès à ces informations, c'est de pouvoir acheter en circuit court ou direct producteur, soit pour interroger ces derniers sur leurs pratiques, soit en ayant un seul intermédiaire qui, lui, fait cette vérification et en qui vous pouvez avoir confiance. Par exemple, un boucher qui achète ses bêtes directement auprès de l'éleveur et qui visite la ferme et l'abattoir régulièrement. Pour conclure, comme vous le voyez, c'est un sujet à la fois très complexe et très simple. Très complexe parce que si l'on voulait une notation vraiment solide du point de vue de la santé, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que soit on tombe dans une info trop simpliste et trop peu scientifique, soit il faudrait faire un algorithme qui deviendrait rapidement une usine à gaz. Mais c'est un sujet très simple aussi, puisque comme je n'ai cessé de vous le répéter au cours de cette vidéo, on en revient toujours à la même conclusion. Le seul conseil valable qui soit est d'avoir une alimentation à base d'aliments bruts ou peu transformés, si possible frais et de saison, riches notamment en fruits et légumes, et de cuisiner soi-même. Un conseil qui, lui, est clairement prouvé scientifiquement dans son rôle préventif pour la santé, qui permet de ne pas trop se poser la question des additifs, à quelques petites exceptions près, comme les nitrites des charcuteries notamment, et qui permet de plus facilement éviter le marketing des industriels et des distributeurs. Et surtout, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, il faut faire attention à ne pas déléguer sa capacité de jugement à des algorithmes dont on ne connaît pas forcément le rationnel derrière, car ces applis ne nous rendent pas du tout autonomes, mais au contraire dépendants d'elles. Et que ces applis ne doivent pas servir d'excuse pour mettre l'accent uniquement sur la responsabilité individuelle, ce qui est à la fois le rêve des industriels et l'excuse favorite des politiques trop lâches pour prendre des décisions collectives. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. Si ce n'est déjà fait, allez vite voir ma série Pourquoi on grossit pour acquérir de véritables connaissances scientifiques en nutrition et commencer à devenir vraiment autonome. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.